Le Code du travail est né en 1910. Avant 1910, les contrats de travail relevaient du droit civil. Un salarié négociait seul face à un employeur, comme si c'était son égal, et qu'il était libre de négocier avec lui ou libre d'aller voir ailleurs. Mais dans la réalité, cette négociation était inégale, car, dans le système capitaliste, celui qui détient le capital et les outils de travail, c'est le patron. Et pour vivre, le salarié est obligé de vendre sa force de travail à un patron. Le Code du travail reconnaît cette inégalité entre le patron, qui est le plus fort, et le salarié. En termes juridiques, cette inégalité est appelée lien de subordination. Le Code du travail est donc conçu comme un droit protecteur pour les salariés. Pourquoi ? Car il reconnaît le lien de subordination du salarié et il instaure globalement les mêmes règles pour tous les salariés. Et ces règles, appelées droits collectifs, limitent la division et la concurrence entre les salariés et donc limitent la baisse des salaires et la dégradation des conditions de travail. La loi El Khomri remet en cause ce principe même de protection du salarié et vise à transformer le Code du travail en Code civil, tout en gardant le nom. Un exemple parmi d'autres. Avec cette loi, les libertés et droits fondamentaux pourront être limités par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise. La loi El Khomri place donc l'entreprise au-dessus des salariés. Adieu la protection face au patron. En France, en outre, un contrat de travail individuel est régi par plusieurs textes. La loi, les accords de branche et les accords d'entreprise. Les travailleurs, par leur combat, étaient arrivés à imposer ce qu'on appelle la hiérarchie des normes ou encore le principe de faveur. C'est-à-dire, le contrat individuel ne peut être, pour un salarié, que plus favorable que l'accord d'entreprise, qui lui-même ne peut être que plus favorable que l'accord de branche, qui ne peut, à son tour, être que plus favorable que la loi. Avec la loi El Khomri, l'accord d'entreprise devient le centre du droit du travail. Par exemple, l'accord d'entreprise prévaudra sur l'accord de branche même s'il lui est moins favorable. Tout est bénef pour les patrons qui adorent les syndicats maison et savent que c'est dans l'entreprise que le rapport de force est le moins favorable aux salariés. Il y aura ainsi autant de droits du travail que d'entreprises. La loi El Khomri veut donner corps au compte personnel d'activité ou encore CPA institué par la loi Rebsamen de 2015. Le CPA est présenté comme une mesure phare du projet de la loi El Khomri et concernera autant les salariés du privé que du public. Chaque salarié aura son compte personnel d'activité, une sorte de fichier des fichiers numérique qui contiendra toutes les informations sur le salarié et le suivra toute sa vie. Avec la loi El Khomri, chaque CPA regroupe pour le moment 3 comptes. Le CPF, compte personnel de formation, le C3P, compte personnel de prévention de la pénibilité, et le CEC, compte engagement citoyen. L'intérêt pour le patronat ? Le CPA permet d'individualiser les droits grâce à un système de points. Ainsi, les heures de formation, la pénibilité des travaux, les heures de bénévolat citoyen seront quantifiées en un nombre de points et les droits de chaque salarié seront en fonction du nombre de points accumulés. Par conséquent, les salariés auront des droits différents les uns des autres. Ce système de capitalisation individuelle par points est contraire au principe de solidarité et d'égalité entre les salariés face au patron. Au-delà, ce système vise à détruire le principe de retraite et de sécurité sociale fondé sur la solidarité entre salariés ainsi que tous les droits collectifs. En outre, des points du CPA pourront être transférés d'un compte à un autre. Par exemple, le patron pourra faire pression pour que les salariés transforment les points de bénévolat en points de formation. Et un jour, ce seront par exemple les heures sup non payées qui pourront être transformées en points de formation. Bien entendu, les transformations ne se feront pas dans les deux sens. Cette flexibilité permettra notamment de favoriser la mobilité. Avec le droit à la formation transformé en obligation, voilà un bon moyen pour masquer les licenciements économiques. Comment seront financés ces droits ? Aujourd'hui, les droits collectifs tels la sécurité, les retraites sont financés par les cotisations sociales payées par l'employeur. L'objectif est de diversifier les sources, c'est-à-dire de diminuer les cotisations.
Ces droits seraient de plus en plus financés par l'impôt et donc par les travailleurs. Le salarié pourra même financer directement son CPA. La transformation de points de bénévolat en points de formation en est un exemple. Enfin, le CPA organise le fichage numérique des travailleurs. C'est un véritable livret ouvrier du XXIe siècle. Il sera notamment géré par la Caisse des dépôts et permettra d'accroître la docilité des travailleurs. Le salarié se devra de bien gérer son CPA, c'est-à-dire comme le patron l'entend. La pression s'exercera via l'acquisition et la gestion des points du CPA, mais également via le développement et le fichage des compétences du travailleur qui seront également répertoriées dans le CPA. En bref, avec le CPA, la concurrence entre les travailleurs sera énormément accrue. Le CPA est en totale opposition au droit collectif et donc au Code du travail de 1910 et au statut de fonctionnaire de 1946. Or, les droits des travailleurs ont été acquis collectivement. S'ils ne sont plus attachés à l'emploi, mais à la personne, c'est-à-dire individualisés, il sera très difficile de les défendre et donc de les conserver. On comprend mieux pourquoi le CPA est présenté comme un projet de société et comme la grande réforme sociale du quinquennat. D'ores et déjà, la loi El Khomri présente d'immenses reculs par rapport à la réglementation actuelle. Sur la durée du travail, qui augmente, sur les salaires, qui diminuent, sur les conditions de travail, qui se dégradent, sur les licenciements, qui sont facilités, sur le droit syndical, qui sera réduit. Cette destruction des droits collectifs a été discutée dès la première grande conférence sociale de juillet 2012, à laquelle toutes les directions syndicales ont accepté de participer. Puis, au fil des réunions dites de dialogue social, les projets se sont précisés et des réformes qui individualisent les droits ont été votées, dans tous les domaines. Quelques exemples ? Côté retraite, le C3P, pour compte personnel de prévention de la pénibilité, qui est un système à points. Côté éducation, les parcours individuels de l'élève. Côté salarié, le compte personnel de formation. Côté santé, les parcours de santé. À chaque fois, les directions syndicales ont été associées. Le projet de loi El Khomri aussi a été préparé par de multiples concertations. Par exemple, lors des rapports préparatoires, Combrexel, Mettling, Marfouz, etc. Et aujourd'hui encore, les concertations sur cette loi se poursuivent avec des rencontres avec les syndicats, tels les 7 et 14 mars, avec les organisations de jeunesse, comme le 11 avril, et dans la fonction publique, des concertations sur le CPA ont également lieu. Alors non, le rôle des directions syndicales n'est pas d'aller dialoguer avec le gouvernement sur un texte inacceptable et de faire des contre-propositions à un gouvernement qui depuis 4 ans ne cesse de détruire nos acquis collectifs. En 2006, lors du mouvement CPE, personne n'était allé négocier un bon contrat jeune. Alors pourquoi nous expliquer aujourd'hui qu'on pourrait obtenir de ce gouvernement des avancées sociales ? Que s'agit-il de cautionner ? Ainsi, aujourd'hui, les seuls mots d'ordre sont le retrait total du projet de loi El Khomri, l'unité syndicale sur ce mot d'ordre avec appel à la grève générale jusqu'au retrait et bien entendu, le refus total des concertations avec ce gouvernement.